Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors ce soir, on va parler d'une France qui vacille. Après la victoire du PSG, c'est la fête de la musique qui a viré au chaos. Alors il faut poser la question, entre immigration, ensauvagement et impunité, la France est-elle foutue? Et pendant que le pays s'effondre, eh bien la gauche préparerait les municipales en nouant discrètement des alliances avec des réseaux islamistes. Là aussi, il faudra peut-être poser la question sans détour. Les insoumis, les wokistes et les islamistes sont-ils devenus les alliés de la haine française? Alors pour en parler, ce soir, une journaliste libre, engagée, qu'on ne présente plus, vous la voyez beaucoup sur CNews, c'est Charlotte Dornelas. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Eric. Merci d'avoir accepté cette invitation, une première depuis que l'émission existe. J'ai essayé régulièrement, mais c'était pas facile de vous avoir parce que vous avez un emploi du temps incroyable. Un peu chargé. Mais finalement... mais comme tout le monde, ça vous plaît aussi, je suppose, d'avoir cet emploi du temps. Donc on rappelle, donc une fois par semaine chez Pascal Praud le matin. Voilà, tous les chez soirs. Elliott Deval, tous les soirs avec Christine Kelly, et puis tous les jours au JDD et parfois Europe 1. Voilà. D'accord, oui, donc vous ça avez fait tout. Des semaines bien chargées. Alors, chère Charlotte, on va aborder évidemment beaucoup de sujets. Dans une première partie, j'aimerais qu'on parle justement d'immigration, ce terme souvent employé, si polémique, d'ensauvagement, d'impunité. La France est-elle foutue? Voilà la question que je posais en introduction. Parler un petit peu de cette rupture culturelle et de cette quête d'identité. Quand on voit les images qui ont quelques semaines maintenant de Châtelet-Les Halles, est-ce qu'on a encore le droit de dire qu'on ne reconnaît plus Paris, qu'on ne reconnaît plus même la France? Alors oui, mais ça va malheureusement bien au-delà d'une soirée d'émeute, un soir de victoire du PSG. Régulièrement, on ne reconnaît plus la France en réalité, pour deux raisons différentes. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir, enfin certains en tout cas, dont je fais partie, à voir le problème de l'immigration sur le terrain culturel, c'est-à-dire l'importation de culture étrangère. On est face à une rupture culturelle ? Par définition, c'est-à-dire qu'on a, mais c'est un choix politique encore une fois, qui porte moins sur une responsabilité individuelle des personnes issues de l'immigration que sur le choix politique qui a été fait en France sans que nous soyons capables, en tout cas, de nous y opposer suffisamment pour qu'il cesse, à savoir, la poursuite d'une immigration dont le nombre a toujours augmenté ces dernières années, d'une immigration extra-européenne, donc avec une rupture culturelle assumée. C'est-à-dire qu'on nous a dit pendant des années, je veux dire, quand je dis c'est factuel, c'est que tout le monde est d'accord. On nous a dit pendant des années, c'était un leitmotiv, cette immigration extra-européenne est une chance parce que la différence est une richesse. Donc qu'on pense que c'est une richesse ou pas, on est bien d'accord qu'il y a une différence. Donc il y a bien une rupture. Non, moi je ne pense pas que ce soit une richesse, en tout cas pas dans les proportions de l'immigration telle qu'elle se poursuit depuis des décennies, pour une raison simple. Et j'en arrive à la deuxième raison pour laquelle on ne reconnaît parfois pas la France, c'est qu'en parallèle, il y a eu un mouvement de déconstruction, et ils se sont eux-mêmes appelés les déconstructeurs, donc c'est pas faire offense que de le dire. Il y a eu un mouvement de déconstruction de ce qu'était la France. C'est-à-dire, il y a eu, alors le mouvement remonte de loin, c'était une idée qui était déjà présente au moment de la Révolution française, mais par le biais de l'inertie culturelle de la population française notamment, ça met forcément des décennies, voire des siècles à aboutir. Cette idée, c'est que la France n'est plus un substrat, une sédimentation d'une culture enrichie par toutes les générations qui peu à peu construisent, façonnent, parfois en changeant certaines choses, en ajoutant d'autres, façonnent une culture et une civilisation qui est une civilisation chrétienne dans sa partie culturelle également, et qui a été façonnée en Europe et en France en particulier. Et à partir de cette rupture, on va dire philosophique, cette fois-ci révolutionnaire, la rupture, c'est de dire à partir de maintenant, la France est une idée. L'universalité de la France, c'est pas simplement que le particulier continue à exister et que certaines valeurs ou certains principes français s'adressent à tous les hommes, c'est que la France ne devient plus qu'une idée universelle. À partir de là, vous avez évidemment un arrachement de la France à elle-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je reproche souvent à une partie de l'échiquier politique d'utiliser le mot République à la place du mot France. Ce sont deux choses différentes. La République est un régime de gouvernement dont acte. Enfin, j'ai pas de problème avec le régime de gouvernement lui-même. J'ai beaucoup plus de problèmes avec la philosophie révolutionnaire. Et en revanche, la France dépasse de loin la question de la République. Et elle a existé pendant plus de 1000 ans avant que la République existe. Cette séparation qui a voulu arracher la France à elle-même s'est fait en parallèle d'un mouvement migratoire immense venu
de pays extra-européens dont les cultures sont éminemment différentes des nôtres. Or, une culture, c'est pas simplement un folklore, une culture. C'est une manière de concevoir son quotidien, c'est une manière de se retrouver autour d'une table, c'est une manière de parler, évidemment, c'est une langue, c'est une manière de se référer à des gloires. C'est pas le créole, on pourra y venir, mais mais c'est très intéressant le créole. Je rebondis, pardon, mais Jean-Luc Mélenchon, quand il dit on va arrêter d'appeler ça la langue française parce que c'est exclusif, tout le monde s'indigne, mais c'est ce qu'on entend depuis 50 ans. Hein. Il met des mots sur une philosophie politique qui est la nôtre depuis 50 ans, c'est-à-dire de dire tout ce qui est bon en France est universel et donc appartient à tous, et tout ce qui est néfaste n'appartient et donc ne doit peser que sur les épaules des Français, c'est-à-dire du peuple historique. Donc le peuple historique est responsable de la colonisation, de la collaboration, de l'esclavage, du racisme institutionnel, de toutes les horreurs du monde. Donc ça, c'est le peuple historique. Donc la France existe quand il faut lui reprocher, et subitement, quand il y a des choses magnifiques, par exemple la langue française, eh bien elle appartient à tous et elle n'a plus rien de propre aux Français. Bon, bah, au milieu de ça, forcément, vous avez du mal à reconnaître la France, puisque le but a été de la détruire par le biais de l'intérieur. Vous diriez que la culture française est en voie d'effacement ? Bah, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pareil, je reviens sur le terme d'assimilation. C'est quand je dis on se focalise souvent sur la question migratoire sans voir notre propre décomposition qui précède, qui accompagne en tout cas la question migratoire. Le terme d'assimilation, qui a été rejeté très largement, qui est rendu impossible par le nombre sur le biais migratoire, mais qui a été rejeté avant même que cette question du nombre ne s'impose. L'assimilation, c'est quoi ? C'est l'imitation. On a dit, vous pouvez dire nous en imitant la manière dont les Français vivent, parlent, conçoivent le monde, s'adressent les uns aux autres, la relation entre les hommes et les femmes, la manière d'être au monde. Il y a une manière française d'être au monde. Eh bien, l'assimilation, ça consistait à dire vous imitez les Français pour dire nous avec les Français. On a décidé que c'était raciste, c'est exactement le contraire. On se dit au-delà de ce que vous êtes, vous pouvez devenir Français par la simple imitation. On a décidé de rejeter ça, mais on l'a pas rejeté seulement sur le terrain migratoire. L'assimilation, ça concerne aussi les générations. Des enfants deviennent Français, des enfants français de souche deviennent Français parce qu'ils imitent leurs parents, qui eux-mêmes ont imité leurs grands-parents, qui eux-mêmes ont imité les générations du dessus. C'est comme ça qu'une culture se poursuit. Or, on a voulu rompre également avec ça. Les enfants sont devenus l'égal des adultes. Hein, c'est toute la philosophie, on va dire, scolaire de ces dernières années. Les enfants sont devenus des adultes comme les autres. Ils savaient aussi bien que leurs maîtres. On a descendu les maîtres des estrades. On leur a dit, vous devez accoucher les enfants qui savent aussi bien que vous. Et résultat, on a dit, ils vont eux-mêmes savoir ce qu'ils veulent devenir. Bon, bah, vous rompez la question de l'assimilation de vos propres enfants. Alors évidemment, la question de l'assimilation des enfants des autres ne se pose même plus, on en est rendu incapable. Donc évidemment qu'il y a un délitement de cette culture, mais non pas parce qu'on est plus bête, nos générations ou les générations qui arrivent derrière sont plus bêtes que les générations précédentes, simplement parce que ce mouvement de destruction a été voulu. Vraiment, il a été voulu. Alors après, c'est une source d'espérance pour répondre à votre question, est-ce qu'on est foutu ? Je ne crois pas, puisque ce qui a été choisi peut être choisi à l'inverse. Ça demandera beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'espérance aussi pour le faire. Mais je pense que c'est faisable. Est-ce que l'identité nationale est devenue suspecte ? Bien sûr. Bah, y a qu'à voir. Quand on se pose la question, on dit identité nationale, on est déjà classé à l'extrême droite. Alors vous allez me dire maintenant, il y a quand même la moitié de ce que les gens disent de manière assez naturelle qui est classé à l'extrême droite. Ah non, je me considère pas d'extrême droite. On me renvoie à l'extrême droite tout le temps. J'ai décidé d'arrêter d'y faire attention. Non, bah, c'est très désagréable parce que ça n'a aucun sens. Surtout, c'est une étiquette qu'on colle aux gens sans jamais la définir. Donc, c'est sûr que c'est original. Elle n'est faite que pour diaboliser, que pour rendre infréquentable. Bon, alors, peut-être la nouveauté de ces dernières années, c'est que quand vous commencez à coller François Bayrou et François Hollande à l'extrême droite, ça devient beaucoup moins crédible tout à coup. C'est-à-dire que l'extension du domaine de l'extrême droite a été telle que voilà, beaucoup de gens se sont eux-mêmes fait étiqueter à l'extrême droite ces dernières années. Donc ça a perdu en efficacité, on va dire, diabolisante. C'est pas pour ça que c'est agréable, c'est pas pour ça que c'est vrai. Mais comme il n'y a pas de définition, on se bat sur d'autres choses. Je pense qu'on a d'autres choses à défendre plutôt que de se battre en permanence pour essayer de défendre sa petite personne. Alors on a parlé de la victoire du PSG, mais pour revenir à ces violences, on a vu également après la fête de la musique ce qui s'était passé. Comment on en arrive au point où se faire piquer en soirée, c'est devenu banal, où la seule réponse c'est faites attention. Est-ce qu'on peut encore faire la fête en paix en France ? C'est une bonne question. Dans certains endroits, non. Des fêtes collectives comme ça, non. Il y a une crainte, évidemment, qui naît. Mais même de manière générale, au-delà de la question de la fête, il y a des ressorts
on va dire, dans la vie quotidienne, les heures auxquelles on sort, les quartiers dans lesquels on sort, à quelle heure, comment on s'habille. Alors, c'est encore plus vrai pour les femmes, ça c'est indiscutable. Il y a une adaptation, on va dire, de notre quotidien dans certains quartiers, dans certaines villes. La rue appartient encore France. à tout le monde ou à seulement une partie de la population? Ça dépend quelle rue. Oui, il y a des rues qui appartiennent encore à tout le monde et il y en a d'autres non, clairement pas. Il y a des rues dans lesquelles on ne va pas avec la même légèreté qu'il y a encore quelques années seulement. Donc oui, il y a un rapport à la violence. Je pense que le vrai problème, encore une fois, j'essaie de concevoir les problèmes non pas comme une fatalité, mais en me disant qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça cesse en réalité. Alors il y a inévitablement la question migratoire, avec un prisme assez particulier, c'est cette question de la détestation envers la France. Détestation, et je l'ai dit précédemment, qui est entretenue parfois par des représentants de la France eux-mêmes. Donc ça, c'est un véritable problème. Donc il faut combattre sur le terrain politique, idéologique, historique, culturel, ce discours-là. Ça, c'est une chose. Ensuite, imposer qu'en France, la France soit respectée à tous les enfants de France, évidemment, et à ceux qui arrivent en priorité. Réduire, évidemment, le nombre de gens qui arrivent, parce que devant ce spectacle d'une désintégration totale, il faut avoir l'humilité de concevoir ses limites. Je pense qu'il est plus que temps de le faire. Mais je pense qu'aussi, il y a une manière collective de penser. Là, encore une fois, c'est un débat qu'on a régulièrement, mais quand on pense notre vision de la justice collectivement, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir. Qu'est-ce que nous faisons ? Comment est-ce que nous considérons le rapport à la violence en France ? Je dis ça parce que tout le monde la rejette. On dit la violence est toujours insupportable. D'abord, c'est faux. Il n'y a qu'à voir les discours. Aujourd'hui, on a beaucoup de conflits sur lesquels on parle. Je ne vais pas rentrer dans le débat des différents conflits, mais je note que quel que soit le positionnement sur l'échiquier politique, je constate que la violence n'est pas toujours un mal. Alors, on peut considérer qu'intrinsèquement, elle est toujours un mal, mais que parfois, elle est nécessaire. La guerre est parfois nécessaire, elle est même parfois juste. Elle peut être juste. Donc, la question de la violence, en revanche, quand on voit les attaques au couteau, les agressions qu'on appelle gratuites, les émeutes, là, c'est une violence, en effet, qui est insupportable. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, la violence est insupportable. Le terrain sur lequel on se dispute, c'est de savoir d'où vient cette violence, quels en sont les ressorts et comment la combattre. Or, je note que pour envoyer un message clair dans une société, il y a ce qu'on appelle la politique pénale. Quelles sont les priorités que se donne la justice, c'est-à-dire quel est le message premier qu'elle envoie. Il y a un exemple très simple, ces dernières années, une des priorités que s'est donnée la justice, par le biais du législateur, c'est la question des violences faites aux femmes. Tout le monde a compris que c'était désormais une priorité. Le message a été envoyé, nous n'avons plus les mêmes comportements, nous réagissons de manière beaucoup plus vive. Sur ce terrain des violences faites aux femmes, nous avons décidé que c'était insupportable que des femmes meurent sous les coups de leur conjoint, ex-conjoint ou d'un homme dans la rue, ou d'une femme d'ailleurs dans la rue, peu importe. Et nous avons décidé que c'était insupportable. Qu'est-ce que nous faisons du message que nous envoyons, notamment à cette jeunesse extrêmement violente, sur le terrain de l'atteinte aux personnes ? Est-ce qu'il y a un message clair et collectif, par le biais des peines qui sont prononcées par la justice, de dire « nous ne supporterons pas plus longtemps que vous vous en preniez physiquement à des personnes pour aucune raison légitime, valable ». Est-ce que c'est un message que nous envoyons ? Toujours pas. Toujours pas. Les attaques se multiplient, les agressions se multiplient, les émeutes se multiplient, et on se félicite d'avoir une réduction des atteintes aux biens. C'est très bien qu'il y ait une réduction des atteintes aux biens, mais quand en parallèle, il y a une augmentation des atteintes aux personnes, je préfère encore vivre dans un pays où on s'en prend en voiture plutôt qu'aux grands-mères. Vraiment. Donc je note qu'il n'y a pas ce message-là. Ce message n'est pas clair, et quand par hasard le législateur essaye, et on l'a vu ces dernières semaines, essaye de faire une loi, par exemple, à destination de la justice des mineurs, pour commencer d'envoyer un message, on déplaçait quelques virgules. Ça allait plutôt, en ce qui me concerne, à mon avis, dans le bon sens, mais ce n'était pas une révolution non plus. Et là, le Conseil constitutionnel nous dit pas du tout, puisque en vertu des textes qui datent de 1945, et vous me dites si je parle trop, mais je non, pas du tout, au contraire. Mais en vertu des textes qui datent de 1945, c'est très intéressant cette réponse du Conseil constitutionnel, parce qu'elle révèle un des énormes problèmes que nous avons. Elle dit, selon les textes et voilà, selon l'état d'esprit, on va dire, des textes que nous nous sommes donnés, eh bien, il faut que l'éducatif précède la sanction. Mais cette phrase est complètement dingue, parce que l'ordonnance de 45 auquel tout le monde se réfère pour les mineurs, c'est quoi le contexte de l'ordonnance de 45 dans la société ? C'est une société dans laquelle l'autorité, notamment l'autorité vis-à-vis des plus jeunes, n'est pas un débat que nous avons sur les plateaux de télé toute la journée.
c'est une réalité à toutes les strates de la société. L'autorité parentale existe, l'autorité du maître existe, l'autorité de la parole politique existe, l'autorité de la justice existe, l'autorité de la police existe. On ne voyait pas des gens faire des refus d'obtempérer toutes les 4 secondes, cracher sur les flics alors qu'ils sont sous une caméra ou les insulter en présence d'une multitude de CRS présents. Certains n'ont plus peur d'ailleurs. Bien sûr. Et l'autorité, par ailleurs, s'exerçait aussi par une forme légitime cette fois-ci, de contrôle social. J'utilise le mot, il est un peu dangereux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se comportait pas comme ça dans la rue parce que quelqu'un nous aurait repris. Un gamin de 12 ans qui fait n'importe quoi dans la rue en 1945, il y a un adulte pour lui dire « mais qu'est-ce que tu fais ?» Toutes ces formes d'autorité présentes à toutes les strates de la société ont disparu. Et par ailleurs, à l'époque, quand on dit dans le texte « l'éducatif, au niveau de la justice, doit précéder le répressif », c'est parce qu'on considère que d'abord la sanction fait déjà partie de l'éducation, on n'attend pas la justice, et que la justice doit considérer que, en effet, un mineur, c'est pas comme un adulte. Donc on considère à ce moment-là que oui, il y a une vulnérabilité particulière pour les mineurs. Aujourd'hui, le cadre est absolument différent. Nous avons des mineurs qui arrivent devant les tribunaux, qui arrivent devant les policiers, qui arrivent devant les tribunaux, qui arrivent même devant les pédopsychiatres, et qui n'ont aucune conscience dans leur vie d'une quelconque règle à respecter, qui ne respectent aucune autorité, qu'elle soit parentale, policière, judiciaire, scolaire, politique évidemment. Et dans ce cadre-là, la justice arrive quand c'est déjà un acte grave qui est posé. Un acte grave est posé, et là la justice dit on va commencer par l'éducatif. Mais vous avez des enfants aujourd'hui, des enfants qui ont 12, 13, 14 ans, qui ont besoin qu'on les stoppe net. Parce que ça n'est jamais arrivé de leur vie. C'est d'abord, protéger la société, évidemment, et c'est leur permettre à eux d'avoir la butée nécessaire, pour parler comme Maurice Berger, le pédopsychiatre qui répète le malheureux depuis des années et des années, qui alerte depuis des années sur ce sur quoi nous allons aboutir. Et ça, c'est pareil, c'est une réflexion que nous n'avons pas, nous restons bloqués comme si la violence et les mineurs étaient une espèce d'idée éthérée qui se passait de toute réalité. Donc, nous ne sommes pas sérieux au moment d'aborder les problèmes qui nous frappent en réalité. Nous manquons de sérieux, je pense, dans l'appréciation de la réalité. Vous allez me dire, c'est le propre de l'idéologie. La réalité est quelque chose qui salit toujours l'idéologie. On s'en méfie quand on est un vrai idéologue. Je pense qu'on vit dans une idéologie qui est dure. Mais c'est étonnant parce qu'à vous entendre, on pourrait se dire que les Français ont atteint un point de rupture et pourtant, on a l'impression que le chaos est souvent toléré, même les gens s'indignent même plus. Vous parliez de l'autorité qui n'est pas respectée, on peut tirer au mortier sur les flics, on se prend 500 balles d'amende, 4 mois de prison avec sursis. Plus rien dissuade personne. Comment vous expliquez que les Français, même y compris les Français de souche, si j'ose avec ces guillemets, ils sont dans un état d'atonie? Ah ouais, et puis pas seulement. Ou de peur, peut-être. Peut-être ça la raison. Je pense qu'il y a... Alors là, c'est pourtant, historiquement, dans ces gènes, le Français, quand il réagit toujours tard et quand les très violemment. agriculteurs, ce qu'on appelle les gens des campagnes, voilà, on se souvient de la Révolution, c'est plutôt des gens qui, à un moment donné, mais il faut atteindre quel stade, quoi. Je pense qu'il y a une conjonction de beaucoup de choses. D'abord, il y a une exaspération qui est réelle dans le pays. Le mot ensauvagement que décrit... certains, comme Éric Zemmour, vous le partagez ou... Comme Éric Zemmour, même Gérald Darmanin l'a utilisé. Donc on n'est pas... le mot d'ensauvagement, il faut voir ce qu'on désigne, parce que la gauche a l'habitude de hurler avant même de décortiquer la phrase ou d'avoir le sens des mots apparemment. Mais ensauvagement, ça veut dire des comportements qui sont sauvages, les comportements, pas les personnes, en ce qu'elles sont, les personnes en ce qu'elles posent comme actes. Les actes sont sauvages, c'est ça un ensauvagement. Et les actes sont sauvages, c'est quoi la différence de sauvage? C'est civilisé. Quand on arrive pour fêter, par exemple, la victoire d'une équipe de foot ou le 14 juillet ou le 31 décembre et qu'on se dit « je vais taper quelqu'un au hasard, brûler 4 voitures et ça ira mieux et ça sera ma manière de faire la fête », j'appelle pas ça un comportement civilisé. Le contraire étant un comportement sauvage, j'appelle ça de l'ensauvagement. Enfin, il n'y a pas non plus mort d'homme, c'est pas dramatique, c'est juste une utilisation adéquate de la langue française, me semble-t-il. Donc on a l'habitude aussi de se focaliser sur des débats, là en l'occurrence la gauche crée des débats qui n'en sont pas, des espèces d'indignation complètement dingues pour cacher évidemment le vrai sujet. À la limite, s'ils veulent appeler ça autrement, il n'y a pas de problème, mais maintenant comment on résout le problème? C'est quoi, c'est le grand remplacement pour vous?
Ah bah il y en a Alors là, plusieurs. c'est un mot qu'utilisait Éric Zemmour. Non, mais il y en a plus. Enfin, Et Jean-Luc Mélenchon aussi, vous avez remarqué, mais ça provoque moins d'indignation, puisque lui, il encourage et l'appelle de ses voeux. En fait, le vrai sujet, il y a plusieurs vrais sujets. Là, aujourd'hui, en France, il y a énormément de sujets. Il y a le sujet anthropologique. Nous sommes désormais un pays dépressif. Il y a quand même un vrai sujet, à mon avis, gravissime. Et il n'y a pas seulement les mineurs qui sont dépressifs, mais ils le sont de plus en plus. Quand on a des gamins de 7 ans qui ont des pensées suicidaires, c'est que vraiment le pays va mal. Quand on a une consommation de ou des enfants psychotropes, qui viennent avec des couteaux dans les écoles, ou des enfants pour qui viennent avec peut-être des à 8 couteaux dans ans les écoles, menacer, exactement. dire qu'ils vont tuer leur prof. Donc il y a un rapport à la vie, il y a un rapport à la valeur de la vie, un rapport donc à la mort, un rapport à la violence. Donc il y a un véritable problème qui est à mon avis là extrêmement grave. Il y a évidemment le problème de l'immigration et du remplacement de population et donc de culture. C'est un problème qui est extrêmement vaste. Hein. La question, on pourrait la poser différemment, puisque le mot grand remplacement fait hurler tout le monde. On pourrait dire, si vous prenez un pays donné et que vous changez intégralement la population par une autre, est-ce que c'est le même pays ? C'est pas insultant comme question. Je veux dire, c'est quand même une question assez basique. Simplement, voilà des années qu'on nous a expliqué que la seule question de l'immigration était abominable. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a de plus inhumain ? Considérer que l'importation de millions de gens va changer la manière dont nous avons collectivement de vivre ensemble, et donc se poser la question, ou alors considérer que les êtres sont tellement dénués de toute particularité, sont tellement interchangeables, sont finalement des numéros comme les autres, que ça ne changera rien. Je ne sais pas franchement quelle est la vision la plus inhumaine. Moi, je considère qu'en effet, nous sommes des êtres complets, c'est-à-dire que nous vivons dans des familles, nous recevons des éducations, nous nous inscrivons dans une culture, dans un pays, dans une région du monde. Nous sommes liés à une religion, qu'on ait la foi ou pas, une religion qui irrigue évidemment la culture et notre manière d'être au monde. Nous avons une manière d'avoir des relations humaines, nous avons une langue, nous avons en effet des spécialités, nous avons dans notre histoire des gloires et des défaites que nous partageons dans un même peuple. Ça ne veut pas dire que les autres peuples sont moins humains, moins dignes, moins je sais pas quoi. Ça veut simplement dire qu'ils ont un rapport au monde qui est différent. Et oui, moi j'ai envie de poursuivre l'aventure de la France parce que on m'a répété depuis que je suis née qu'il y a beaucoup de pages sombres dans l'histoire de France. Elles existent, mais il y a tellement de pages absolument sublimes. Si le monde entier se bat, met de côté pendant des années pour venir voir Paris, pour venir rencontrer les Français, il y a bien une raison. C'est pas parce qu'on est des monstres depuis le début de notre histoire. C'est impossible. Donc, évidemment, j'ai envie de poursuivre cette histoire parce que je m'en sens dépositaire et que je vois pas pourquoi moi, je déciderais avec un orgueil absolument dingue que l'histoire va s'arrêter avec moi, avec ma génération ou avec celle qui suit. Donc, en effet... Mais le vivre ensemble, c'est devenu un mensonge ou pas ? Parce que... Bien sûr que c'est devenu un mensonge. D'ailleurs, si on a besoin d'en parler... C'est ça la question. Est-ce qu'on peut tous vivre ensemble ? Non, mais je pense que le vivre ensemble, encore une fois, je refais un peu la réponse que j'ai fait au début. Nous avons un problème de vivre ensemble indiscutable avec certaines personnes. Je sais pas moi, on se pose la question. Je vais prendre un exemple très simple. Quand on a aujourd'hui dans les tribunaux des gens qui sont poursuivis, par exemple, pour agression des étrangers, qui sont poursuivis pour agression sexuelle, viol sur mineurs, ça existe de temps en temps dans les tribunaux français. Or, il y a un ressort de défense qui est utilisé par certains avocats, qui consiste à dire « oui, mais culturellement, ils n'avaient pas les codes ». C'est un ressort de défense qui existe dans les tribunaux français. C'est donc bien que nous avons une différence de rapport au monde, de rapport à la sexualité, de rapport à la femme évidemment, mais même de rapport aux mineurs dans certains pays, qui est quand même un vrai problème. On ne peut pas à la fois dire on va défendre les femmes, on va protéger les mineurs des agressions sexuelles, ce qui sont deux choses, deux causes absolument nobles. Et on ne peut pas dire à la fois ça et ne pas reconnaître qu'il y a une manière d'être au monde et de considérer ce rapport-là aux femmes, aux enfants, qui est problématique pour nous dans un certain nombre de pays. C'est du délire que de ne pas voir cette situation tout en l'invoquant dans les tribunaux pour essayer de sauver son client. Ça me paraît extrêmement contradictoire. Donc, en effet, le vivre ensemble est compliqué avec certaines immigrations, notamment extra-européennes ces dernières années, c'est indiscutable. Mais le vivre ensemble, il est également compliqué, parfois, entre Français de souche. Quand on voit
par exemple, à l'extrême gauche de l'échiquier politique, quand on voit des personnes, tout le discours dont je parlais de destruction de la France, de rejet de sa culture, de rejet de sa langue même maintenant, d'insultes permanentes à ce qu'est la France et de volonté d'enrichissement permanent par tout ce qui est étranger, quand on veut se battre pour les femmes, sauf quand elles sont agressées par des personnes qui sont issues de l'immigration, quand on veut se battre contre l'obscurantisme, sauf quand il est dans les rangs de l'islamisme. Bon, bah, là, le vivre ensemble, il est compliqué aussi. Hein. C'est pour ça que je vous disais, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement qui est lié à l'immigration, qui est en effet un risque de fracturation tel qui confine à la désintégration ces dernières années, mais il y a aussi un mouvement de décomposition voulu au sein du peuple français qui est un véritable problème. Le peuple français, il est abandonné au nom du politiquement correct, d'après vous ? Oui. D'une certaine manière, les médias, d'une certaine manière, où vous travaillez, mais est-ce que vous pensez que certains médias protègent une réalité que certains ne veulent pas voir, quoi ? Bien sûr. Bien sûr. Bah, y a qu'à voir le comportement quand il y a des médias qui imposent simplement une autre manière de concevoir l'actualité, une autre hiérarchie. Je prends l'exemple de CNews, mais ou Europe 1, le JDD, vous prenez qui vous voulez, Valeurs Actuelles. Au hasard que des médias de Bolloré, quoi. Non, mais justement, il y en a beaucoup d'autres. Hein. J'ai travaillé à Valeurs Actuelles pendant des années, ça appartenait pas à Bolloré, ça les empêchait pas de nous insulter toute la journée. Donc c'est pas, alors, ils sont un peu obsessionnels sur certaines personnes, mais c'est bien au-delà de ça. Justement, le ressort de la détestation, c'est simplement la perte potentielle de maîtrise du récit. C'est tout. C'est pas Bolloré qui les empêche de dormir. C'est simplement qu'il y a certains médias qui prennent du poids, parce que beaucoup de Français leur donnent du poids en réalité, parce que certains Français sont contents d'avoir une alternative dans le récit médiatique, et on leur dit « mais comment osez-vous choisir d'autres priorités ? Comment osez-vous choisir d'autres faits que vous mettez en premier dans vos considérations, dans vos préoccupations, par exemple le sujet de la sécurité ?» On ne reproche pas de dire quelque chose de faux. On dit « vous donnez trop d'importance ». Mais alors c'est quoi il faut donner moins d'importance. Est-ce que quelqu'un peut me donner la grille d'importance de tel meurtre, on a le droit, c'est très important, tel autre, pas du tout, il ne faut pas en parler. Qu'on me donne la grille, comment on lit ça ? Comment on définit ce qui est important ou pas dans l'actualité ? Bon, bah, ce que certains médias ne supportent pas, c'est de perdre la maîtrise. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand il a fallu attaquer CNews, souvenez-vous, au moment de la question de est-ce qu'on renouvelle les fréquences ou pas. Quand il a fallu attaquer CNews, il y a un rapport qui a été rendu, qui s'appelle Jost, qui a été fait par un monsieur qui s'appelle lui-même Monsieur Jost, et qui a fait un rapport qui a été pris très au sérieux, notamment par Reporters sans frontières, qui a été cité par le Conseil d'État au moment d'examiner ce dossier. Et que faisait ce rapport pour juger si oui ou non CNews choisissait les bonnes informations, hiérarchisait correctement l'information? Il faisait un comparatif avec BFM. Alors moi, BFM a toute liberté pour décider de sa ligne éditoriale, mais je ne vois pas à quel moment BFM est un tuteur, un référent de ce qu'est la bonne hiérarchie de l'information. Mais ça n'a gêné personne. Le Conseil d'État a repris ce rapport comme s'il était absolument légitime qu'un média dicte quelle était la hiérarchie correcte de l'information, quelle était la gravité légitime à accorder à tel ou tel fait. Donc on voit bien que c'est cette perte de récit les inquiète. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a certains sujets qu'ils préféraient taire, qu'ils préféraient ne pas, auxquels ne pas donner d'importance, on va dire, dans la sphère médiatique. Donc oui, bien sûr qu'il y a une volonté, dans une certaine mesure, de cacher la réalité. Et quand j'entends ces derniers jours la veuve d'Alban Gervaise, vous savez, qui a été tuée après une agression dans le sud de la France, quand j'entends cette veuve dire qu'elle aimerait qu'un jour la France demande pardon à son mari qui a servi pendant des années la France, qui était militaire, quand elle dit « j'aimerais qu'un jour la France te demande pardon », elle fait une liste de choses pour lesquelles la France pourrait demander pardon à son mari, parmi lesquelles elle dit pardon de ne pas avoir su gérer le récit justement au moment de ta mort parce que des élections allaient arriver. C'est pas la phrase exacte, mais en gros elle dit la France pourrait un jour demander pardon de ne pas avoir considéré correctement ce qu'était ta mort, en fait, ce qu'était le fait que ses enfants soient orphelins, le fait qu'elle soit veuve, parce que c'était à quelques jours des élections et que donc il fallait pas donner trop d'importance à la mort de son mari, à l'agression dont il avait été victime et à la mort qui s'en est suivie. Bon, je pense qu'il y a de plus en plus de Français, et on le voit notamment avec certaines familles de victimes qui prennent de plus en plus la parole en disant « mais c'est plus possible
C'est plus possible de se taire, ça n'est plus possible de faire comme si la répétition des drames n'avait aucune importance, n'avait aucune signification, et comme si nous n'étions pas en train de basculer dans une violence qui, objectivement, fait peur à toutes les familles, à toutes les mères de famille, mais à tous les pères de famille, évidemment, aussi, et qui change, en effet, notre manière de nous comporter, parfois quotidiennement. Je pense qu'aucun parent, même il y a encore 30 ans, se posait la question de savoir si ses enfants pouvaient aller ou non à la fête de la musique. Il pouvait y avoir des débats sur est-ce que c'est une fête intelligente, pertinente, est-ce que, j'en sais rien. Il pouvait y avoir 1000 débats sur l'existence de la fête de la musique. Mais il y a quelques années encore, personne ne se posait la question de savoir s'il était dangereux ou pas de s'y rendre. Or, c'est une question qui aujourd'hui se pose, en tout cas dans certaines villes. Donc, faire comme si ce basculement n'avait pas existé, c'est encore une fois, je pense qu'il y a une... Vous pensez que les autorités prennent la mesure de ce danger-là à l'approche du 14 juillet? On a envie de se dire, tiens, est-ce qu'ils vont prévoir des choses particulières ou... Bien sûr qu'elles prennent la mesure, dans la mesure où, je veux dire, à chaque fois qu'on a le début d'un commencement d'une fête, on communique instantanément sur le nombre de milliers de policiers qui vont être déployés dans la rue. C'est bien qu'on sait qu'on ne fait plus la fête de manière légère ou insouciante, comme c'était le cas il y a encore quelques années, ou quelques décennies pour certaines de ces fêtes. Donc oui, bien sûr que la mesure, simplement le dire, c'est autre chose. Prendre la mesure, on a combien de ministres de l'Intérieur qui, au moment de quitter la place Beauvau, ont expliqué que c'était la catastrophe et qu'on se préparait des années, Gérard Collomb évidemment, par exemple, mais donc oui, évidemment que les autorités prennent la mesure. Alors plus ou moins selon certaines, c'est plus ou moins important dans leur tête. Simplement, comme elles ne savent pas comment traiter le sujet, elles préfèrent l'ignorer. Et ça, c'est gravissime parce que je ne dis pas que la réponse est simple. Vraiment pas. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que en quelques jours et avec un peu de volonté politique, c'est réglé. Ça prendra énormément de temps. Ça demandera des choix extrêmement courageux et ça demande une réflexion préalable pour savoir comment le faire correctement. Mais simplement, il faut commencer par vouloir le faire. Et donc, par accepter de reconnaître quel est l'état, on va dire, de la situation. Je note que beaucoup ne le font même pas, donc je ne vois pas comment on pourrait régler ce problème. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que la plupart, en tout cas, des autorités savent qu'il y a un problème. Alors j'aimerais qu'on parle à présent quand même de la France insoumise, parce qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure, parler de cette fracture républicaine, cette violence idéologique employée souvent par certains de ses membres. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, on en a un peu parlé, je disais, est-ce que vous pensez qu'il fracture volontairement le pays ? C'est un homme intelligent, donc quand il renvoie les gens les uns derrière les autres, quand il explique qu'il y a un racisme systémique, qu'il faut donner les clés du pays à la jeunesse africaine, que la police tue, c'est quand même un homme suffisamment intelligent pour savoir que oui, il y a une fracture. Alors parfois en politique, il y a des fractures qui sont assumées. C'est de l'électoralisme, c'est quoi ? On sait qu'il est habité par ce qu'il dit. Je pense qu'il y a deux choses. Jean-Luc Mélenchon a changé parce que c'était il y a sur le terrain du rapport, par exemple, à la laïcité, qui est un ressort très mélenchonien initialement. La laïcité fait partie de l'héritage révolutionnaire qu'il revendique absolument et de l'héritage républicain qu'il revendiquait encore très récemment. Et par exemple, il l'a complètement abandonné. Mais on peut lire ça, il y a une certaine continuité chez Jean-Luc Mélenchon. C'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un homme révolutionnaire. Or, dans la Révolution, il y a l'arrachement à tout ce qu'il y a de particulier, à tous les enracinements. Il y a un problème dans l'enracinement, c'est que si nous sommes enracinés, nous sommes différents les uns des autres. Or, dans cette idée révolutionnaire, en tout cas française, dans cette idée, mais révolutionnaire tout court d'ailleurs, il y a cette idée d'un homme nouveau, dépouillé de tous ses attachements. Les attachements, c'est médiocre, c'est pas à la hauteur de l'homme nouveau qui est quasiment une revendication religieuse au sens de messianique. Donc, dans cette recherche de l'homme nouveau, il faut se dépouiller de toutes ses particularités. Alors, vous allez me dire, il revendique clairement les particularités de l'étranger. Les étrangers, il dit en permanence que voilà, les Français doivent abandonner leur tradition pour laisser la place à celle des autres. Donc, il n'est pas juste dans sa manière de concevoir les enracinements. On peut voir aussi que c'est une manière d'accélérer précisément l'arrachement de la France à elle-même. Plébisciter des enracinements étrangers, mais on a aussi chez Jean-Luc Mélenchon, et ça fait très longtemps pour le coup, cette idée que
vous inquiétez pas, avec l'universalisme républicain, avec cette revendication un peu éthérée d'idées sans consistance. Hein, vous voyez, dans cette partie-là de l'échiquier politique, on parle de la liberté, on est amoureux de la liberté. Et quand on parle concrètement des libertés, la liberté de circuler, la liberté de s'exprimer, la liberté d'aller et venir, la liberté de ne pas se faire agresser quand on rentre chez soi, là, il n'y a plus personne. C'est la liberté qui intéresse. Dès que ça devient un peu concret, il n'y a plus personne. Donc, au nom de l'universalité et de la défense de ces valeurs un peu éthérées, eh ben, peut-être que pour accélérer l'arrachement de la France à elle-même, il faut plébisciter autre chose que la France chez elle. Donc, c'est pas forcément si incohérent que ça. En revanche, concrètement, ça donne des discours extrêmement incohérents. Jean-Luc Mélenchon, qui a bouffé du curé pendant 200 ans, alors évidemment, ça le dépasse, mais en tout cas, qui s'est inscrit dans une lignée politique qui supportait pas l'idée même qu'on puisse évoquer le ruissellement, on va dire, chrétien, la chrétienté dans la culture française, nous explique maintenant que tout ce qui vient de l'islam, et même dans sa partie culturelle, parce que moi, la question de la foi me dérange pas, hein, c'est pas mon sujet. La question culturelle de l'islam, il trouve ça absolument fantastique. Donc, j'aimerais bien savoir, en effet, quelle est la cohérence que Jean-Luc Mélenchon apporte à ça sur le terrain précisément des idées. Mais il n'a jamais à s'en expliquer, parce que Jean-Luc Mélenchon choisit les endroits où il s'exprime. Et vous avez remarqué qu'il y a souvent, il les choisit en fonction du degré de contradiction qu'il n'aura pas. On est d'accord. Les alliances PS, LFI, islamistes qui se dessinent pour certaines villes en vue des municipales 2026, c'est une stratégie cynique pour vous? Bah, c'est une stratégie électorale. Tout le monde dit ça et personne n'a l'air de prendre au sérieux cette phrase. Quand on dit il y a une stratégie électorale, ça veut dire qu'il y a un électorat à récupérer par ce biais-là. C'est peut-être ça notre problème, beaucoup plus que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. À la limite, Jean-Luc Mélenchon fait sa stratégie, il fait la stratégie qu'il veut, personne n'est obligé de voter pour lui. En revanche, si nous reconnaissons tous que le fait de fricoter avec l'islamisme, le fait d'avoir certaines prises de parole qui confinent clairement à la défense de l'islamisme dans ce qu'il a parfois de plus atroce, si ça, c'est un ressort électoral en France, ça veut dire qu'il y a une masse de gens qui sont réceptifs à ce discours. Je crois que notre problème, il est beaucoup plus là que dans la stratégie. Pour vous, LFI collabore avec des ennemis, des réseaux ennemis de la France, sans hésitation. C'est-à-dire qu'ils ont même un discours qui attaque la France en permanence, même sans la collaboration avec tel ou tel. Et il y a la défense, en effet. Ils trouvent toutes les excuses du monde, voire ils plébiscitent des gens qui, clairement, revendiquent leur détestation de la France. Comment vous expliquez que la haine anti-France, elle soit tolérée à gauche? Puis même, elle est tolérée plus largement que dans les rangs de LFI, hein, si je puis me permettre, parce qu'il n'y a qu'à voir... Vous voulez dire quoi? Il n'y a qu'à voir la différence de traitement, la différence de comportement. LFI n'est pas du tout diabolisé ou rendu infréquentable de la même manière que n'importe qui à droite dit, par exemple... Oui, par les médias, mais même de manière générale. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple... pendant des années, même à droite, hein, certaines personnes ont refusé de serrer la main de tel ou tel député parce qu'il était étiqueté Front National, Rassemblement National, et encore très récemment, hein, parce qu'il était étiqueté Rassemblement National. C'est pas du tout une question qui se pose à la France Insoumise. C'est pas du tout une question, par exemple, qui est posée Alors, je dis pas en l'occurrence que ce serait intéressant, je vois pas très bien l'intérêt de refuser de serrer des mains à des personnes en raison des idées qu'elles prônent, mais il y a peut-être des choses plus intéressantes. Est-ce que vous voyez un seul journaliste... Sébastien Delegui à l'Assemblée qui refusait ostensiblement... Ah ouais, mais Sébastien Delegui, mais on a des gens au sein du LR ou de la Macronie qui refusent de serrer les mains du Rassemblement National. Donc c'est pas simplement LFI, il y a une poursuite... Ah oui. Parce que LFI est tellement caricatural dans sa manière de se comporter qu'on en oublie qu'il y a parfois une continuité avec d'autres. En exercice. Bah oui. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit on n'a qu'à appeler la langue française la langue créole, on oublie un peu vite que Emmanuel Macron lui-même a expliqué qu'il n'y avait pas une culture française, mais des cultures en France. Pardon, mais c'est la même idée. C'est la même idée de cette relativisation permanente de ce qu'est la France en France. Tout simplement. Et pardon, pour reprendre le fil, il y a un traitement qui n'est pas du tout le même. Est-ce que vous voyez des journalistes, de manière générale, poser la question, par exemple, de la pertinence de cette alliance au sein du Parti socialiste? Le Parti socialiste s'allie s'il veut avec la France insoumise. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Je suis pas. Non, mais c'est même pas ça. C'est pas mon métier de donner les bons points et les mauvais points des alliances. C'est aux électeurs de le faire et ça les regarde. En l'occurrence, je ne suis pas une électrice du Parti socialiste, donc ils se débrouillent avec leurs électeurs et leurs électeurs potentiels. Simplement,
Est-ce que vous voyez une question sur, à chaque fois que vous avez quelqu'un du Parti socialiste en disant « mais est-ce que vous êtes gêné par tel positionnement de la France insoumise ?» Mais non, tout passe, tout passe. Et la France insoumise n'est pas du tout traitée de la même manière. Vous voyez encore aux dernières législatives, tout le bloc central qui nous explique du matin au soir que LFI accélère le séparatisme, que LFI a des discours anti-républicains, que LFI est sorti de l'arc républicain, que LFI est antisémite. On entend ce discours dans le bloc central toute la journée, jusqu'au moment où arrivent les élections législatives et qu'on dit « bah oui, mais le RN, c'est tellement une menace plus grave qu'on ne caractérise jamais ». Parce que là, aujourd'hui, c'est quoi la menace du RN dans la bouche du bloc central ? C'est de dire, eh bien, à l'origine du parti du Front National, il y avait un tel et un tel, il y a les propos de Jean-Marie Le Pen. Mais là, aujourd'hui, la menace aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il y a 10 ans, personne ne disait il est antisémite, il accélère le séparatisme, etc. Donc c'est bien qu'ils sont capables de voir l'évolution d'une menace dans leur bouche. Vraiment, là, je me mets dans la tête du bloc central. Et bien, le bloc central nous fait un an de « c'est la menace absolue, l'antisémitisme, c'est le combat de leur vie ». La lutte contre l'antisémitisme, c'est d'ailleurs ce qu'ils reprochaient au Front National. La lutte contre le séparatisme, c'est le combat de leur vie. Ils en ont fait une loi. Tout. Et au moment où arrivent les élections, il y a un réflexe. Oui, mais le RN, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi ? Parce que les origines du parti. Mais d'accord, mais la menace aujourd'hui. Donc, vous voyez que tout le rapport des uns aux autres dans l'échiquier politique se fait sur un terrain qui relève beaucoup plus du réflexe absolument irréfléchi et qui ne prend absolument pas en compte la réalité de la menace ou des menaces que l'on identifie aujourd'hui, mais qui se fait par réflexe. Bah, je pense que, 1, c'est pas très intelligent, 2, c'est pas très adapté à la réalité telle qu'elle est, mais encore une fois, le propre de l'idéologie est de s'affranchir de toute réalité. Et je pense qu'on a un grave problème, en effet, de déconnexion absolument de la réalité des problèmes qui sont face à nous. Et dire la vérité sur l'insécurité ou sur l'immigration, est-ce que c'est aujourd'hui prendre un risque ? Vous êtes un peu menacé ça parfois dépend, ou pas En fait, les menaces s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de m'en affranchir il y a bien longtemps. Donc, dans la vraie vie, Mais ça, c'est malheureux parce que vous en avez affranchi. Pour quelle raison ? Parce que vous n'avez pas envie d'y aller ? Non, parce que je trouvais ça extrêmement je trouve beaucoup de qualités aux réseaux sociaux. Oui, c'est chronophage. Il y a beaucoup de défauts, mais il y a évidemment beaucoup de qualités. On parlait tout à l'heure justement de l'émergence dans le débat public de certains sujets. Ça ne serait pas arrivé sans les réseaux sociaux. Et de médias alternatifs, pardon. Et de médias alternatifs, ça ne serait pas arrivé sans les réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas du tout partie des gens qui jugent que tout ça est une horreur absolue. Il y a des trucs dramatiques sur les réseaux sociaux, évidemment. Il y a des choses vraiment, des vrais problèmes, notamment pour les plus jeunes. C'est certain, il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup d'insultes. Mais honnêtement, dans la vraie vie, moi, je rencontre des gens polis, même quand ils sont en désaccord, on a des discussions. Parce que moi, je vous connais depuis longtemps, vous le disiez, vous avez un parcours, vous avez toujours, on va dire, travaillé dans des médias qui étaient critiqués, décriés. Il y a une évolution quand même aujourd'hui. D'ailleurs, CNews, on l'a vu, et pour beaucoup, maintenant, beaucoup de tranches numéro 1 en France, des chaînes info. Ça évolue quand même, non ? Bien sûr que ça évolue parce qu'il y a un rééquilibrage. C'est d'ailleurs ce qui rend fou certains de nos chers confrères, c'est qu'il y a un rééquilibrage médiatique. C'est-à-dire que le meilleur moyen, mais ça, je pense que... Enfin, ça reste mesuré quand même. Hein. Oui, c'est un rééquilibrage. Il y a l'idée d'une évolution, d'un processus en cours. Je sors de là, évidemment, le service public qui est uniforme et qui n'a pas l'air de comprendre. D'ailleurs, Delphine Ernotte a dit là récemment que c'était honteux, que Pascal Praud l'attaque comme il le faisait. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a que eux qui ont le droit de faire des attaques, qu'elles soient personnelles ou collectives. Eux ont le droit parce qu'ils ont la vertu avec eux. Et personne d'autre n'a le droit que eux, alors que nous... Pascal Praud l'a traité de menteuse d'ailleurs, en disant qu'elle disait qu'elle recevait tout le monde. On sait que c'est pas vrai, en tout cas, statistiquement. C'est-à-dire qu'il y a une histoire que j'aime bien rappeler quand même, c'est que sur France Inter, il y a quelques années, conscient probablement d'une nécessité d'un minimum de pluralisme, au-delà de la question du temps de parole, parce que je sais quelle est leur réponse, en général, ils disent bien sûr on invite tout le monde, d'ailleurs ils sont obligés, mais inviter tous les représentants politiques, c'est pas avoir toutes les sensibilités sur un plateau. C'est évidemment, ils ont le temps de parole qui s'impose à eux comme tout le monde pour les politiques. Évidemment, les sensibilités, la manière de traiter les informations. Et il se trouve qu'ils ont décidé d'ouvrir le champ. Ils avaient invité pour faire une chronique quelqu'un du Figaro, quelqu'un de Marianne, et je veux pas dire de bêtises, et quelqu'un du Point, je crois, et qui faisait 3 minutes une fois par semaine, c'est-à-dire 9 minutes dans la semaine. Ces 3 personnalités qui ne sont pas non plus au bout du bout de l'extrême droite, même dans la tête de quelqu'un de France Inter. Bon, il se trouve que
il y a eu un tollé au sein de la maison France Inter, les journalistes, etc. Donc, pour calmer le jeu, la chronique de ces 3 personnes a été intitulée « En toute subjectivité ». Je pense que ça résume le problème. C'est-à-dire que si ces 3 personnes ont été accueillies au prix de bien expliquer à l'auditeur que eux ils sont subjectifs pendant que tout le reste de l'antenne est donc, j'en déduis, objective, ça n'a aucun sens. Mais ce que comprennent pas ces journalistes et qui parlent en permanence, ils reprochent notamment à des médias comme les nôtres, ou à des journalistes comme nous, ils reprochent en permanence de manquer d'objectivité, de faire de l'opinion, de ne pas être neutre dans l'information. Mais eux non plus ne le sont pas, pour la bonne et simple raison que personne ne peut l'être. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des objets. On a un regard sur le monde qui est façonné par notre histoire, par nos amitiés, par nos lectures, par notre éducation, par nos parents, par l'endroit où on a grandi, par les personnes qu'on a rencontrées dans nos vies. Parce que je pense que ça fait partie aussi de l'exercice de ce qu'on fait, parce que en effet que vous soyez dans l'émission de Pascal Praud en tant qu'éditorialiste, c'est pas la même chose que Léa Salamé qui va présenter le 20h par exemple. Ça vous choque ou pas que Léa Salamé, la compagne de Glucksmann, elle puisse être amenée à présenter quand même ce qu'on appelle la messe du 20h sur une chaîne de service public C'est-à-dire que ce qui me choque, c'est que ça me choque pas. Je pense que les personnes peuvent être indépendantes, libres et surtout honnêtes, quelle que soit leur fréquentation, leur mari. Je vais pas rentrer dans l'invectif personnel, ça n'arrivera pas, mais je peux avoir des reproches. Non, mais je veux dire, je vais pas dire de manière générale, je pense qu'elle est malhonnête ou je pense qu'elle est honnête. C'est simplement qu'il y a des biais, notamment dans l'émission qu'elle présente. Il y a une manière de réagir, il y a une manière de traiter tel invité plutôt que tel autre. Évidemment qu'il y a un biais. Mais moi, je reproche moins aux journalistes d'avoir des biais que de ne pas supporter de pouvoir être rééquilibré par d'autres journalistes, par d'autres sensibilités, par d'autres regards. Le véritable garde-fou de la malhonnêteté, c'est le pluralisme. Oui, mais pardon, Charlotte, mais c'est plus subtil que ça, parce qu'au 20h, quand vous choisissez des sujets, là, il n'y a pas besoin de rééquilibrage. La subtilité, elle va jusque dans la ligne directrice. Oui, mais il peut y avoir, par exemple, dans les rédactions, par exemple, dans les chefs. Mais bien sûr qu'il faut. Le vrai problème, c'est la chasse à l'idée malencontreuse. C'est la chasse à l'idéologie impure. C'est la chasse à la personne qui est identifiée trop à droite. Quand un journaliste décide de faire quand on apprend dans la presse que peut-être un journaliste aurait pensé à faire un bouquin avec Jordan Bardella, qui est une figure politique. De ce journaliste de France Inter. Voilà, et qui est remercié instantanément. C'est France Info, je crois, mais enfin un service public en tout cas. Ouais, France Info. C'est-à-dire que moi, si les journalistes ont désormais, si les journalistes ont désormais interdiction de faire des livres avec des hommes politiques, il faut prévenir. Mais ça m'avait échappé jusqu'à maintenant. Vraiment, ça m'avait échappé. Donc, quand on voit le traitement... Non, parce que moi, je me posais la question récemment, excusez-moi de vous interrompre, mais je me disais, imaginons une seconde que les Salamé eût été la campagne d'un député Rassemblement National. Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis. Même LFI. Est-ce qu'elle aurait... Mais c'est ce que je vous dis, c'est pas Léa Salamé mon problème et par ailleurs ni sa capacité à faire le journal de 20h, c'est la différence permanente et obsessionnelle de traitement entre les uns et les autres. Comme s'il y avait des idées pures, des idées impures. Bon, il y a cette idée de purge très révolutionnaire qui revient en permanence et là on comprend qu'il y a une malhonnêteté totale. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ils ne supportent pas que l'idée de perdre la maîtrise du récit. On le voit exactement dans ce genre de choses. Là, la différence, on va dire, ces dernières années, et vous l'avez souligné, c'est qu'il existe désormais des médias qui ont des paroles alternatives en ce sens qu'elles n'accordent pas forcément la même importance au même sujet. Quand on voit que le service public est obsessionnel à faire 15 sujets par mois sur... je ne les ai pas comptés, je précise, à toute fin utile, donc c'est une manière de parler, mais à faire régulièrement des sujets aux 20h et dans le machin et dans telle émission sur Stérin, Bolloré, il tire les ficelles, etc. Mais qui ça intéresse ? Je veux dire, on a en l'occurrence des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui investissent dans des médias privés, et si... Le service public moi, je ne m'excite pas toute la journée sur la ligne éditoriale de BFM. Ou les investissements de Xavier Niel ou de Pigalle. Ou les investissements de tel ou tel. Simplement, j'aimerais, parce que je le finance moi, et donc ça me regarde un petit peu, que le service public accepte d'être représentatif de ce que sont les Français. Or, que ça leur ait échappé ou pas,
il y a un nombre significatif de Français qui ont opté pour Jordan Bardella. Donc qu'un journaliste puisse lui parler, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord, ça ne veut pas dire qu'il vote pour lui, j'en sais rien, moi je ne le connais pas ce journaliste, et je ne sais pas comment il se comporte dans l'urne, et d'ailleurs je ne sais comment se comporte aucun journaliste dans l'urne, et simplement qu'on puisse imaginer, même qu'un journaliste ait voté pour lui dans tout le PAF, tout le monde va s'en remettre ou pas? Est-ce qu'il est possible qu'on puisse imaginer que les journalistes eux-mêmes, individuellement, soit un minimum représentatif de ce que sont les Français? Statistiquement, il y a une probabilité pas négligeable qu'il y ait des journalistes qui votent Rassemblement national. Bien sûr, mais le seul moyen pour eux de subsister, de survivre, plus exactement que de subsister, mais de survivre dans l'univers du service public, c'est de surtout faire croire le contraire. Bon, alors moi, je ne demande pas que tous les journalistes affichent pour qui ils votent et tout, ça m'est égal. D'autant que je pense que donc je disais, pardon, je finis mon idée sur la question de la neutralité et de l'objectivité. Je pense que la vraie qualité qu'un journaliste doit rechercher, c'est l'honnêteté. Pas la neutralité, ça sert à rien de faire semblant, nous ne sommes pas neutres. Il y a des gens qui nous touchent plus que d'autres, il y a des histoires qui attirent et qui retiennent notre attention, et nous sommes tous différents par rapport à ça. Vous pouvez mettre 2 journalistes au même endroit, ils vont rencontrer les mêmes personnes, ils vont voir la même chose, ils ne feront pas le même papier. Donc ça ne sert à rien de faire semblant. Donc le meilleur moyen, c'est de rechercher l'honnêteté, ça c'est sûr. On doit tous exiger les uns par rapport aux autres d'être honnêtes par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on retranscrit et les informations qu'on donne. Et le garde-fou justement au rouleau compresseur très sectaire idéologiquement, c'est le pluralisme, c'est d'accepter que des gens pensent différemment, expriment une idée différente. On est tous tentés de vouloir être entourés par des gens qui pensent comme nous. C'est beaucoup plus confortable, ça prend moins la tête, il y a des moments où le débat, ça fatigue, mais c'est tellement moins... D'abord, c'est moins intéressant intellectuellement. 2, ça n'aboutit pas à des réponses complexes que nécessite la poursuite d'une vie politique. Et troisièmement, évidemment, le risque, c'est de basculer dans une espèce d'entre-soi extrêmement sectaire qui ne prennent plus du tout en compte la réalité ni les aspirations des Français. Et quand je dis ça, et que j'impose au service public de prendre en considération la réalité des opinions des Français, je n'oublie pas, moi, que la France insoumise, par exemple, fait des scores assez honorables aujourd'hui en France. Il nous faut le regarder en face, il nous faut comprendre. Il y a des ressorts qui sont sans doute légitimes. Parce que le discours de la France insoumise résonne dans la tête de beaucoup de gens. Il y a une partie du discours social, économique, qui compte évidemment pour certains Français, et il y a une désespérance sociale. Et qu'on a abandonné les partis dits de la droite nationale, par exemple? Ça s'est plus fait à l'inverse. Mais par contre, il y a encore des gens, en effet, qui sont enracinés à gauche, qui sont réceptifs à cette idéologie révolutionnaire en France, évidemment. Et qui ont été abandonnés par les partis de gauche traditionnels. Certains, ils trouvent encore leur compte. La preuve, ils ont encore des électeurs quand même sur ce créneau-là. Et ils ont aussi un électorat nouveau qui recherche absolument, qui est très sensible au discours, comment dire, qu'on appelle de manière... qu'on appelle ces dernières années islamo-gauchistes, quoi. Alors justement, il y en a un dont on parle beaucoup en ce moment, je pense que vous aurez deviné à qui je fais allusion. Il vient de créer son parti politique, ça s'appelle la France humaniste, c'est Dominique de Villepin. Qu'est-ce que vous pensez de la création de ce parti et de ce retour surtout en politique de Dominique de Villepin? Alors, ça vous inspire quoi, la France humaniste? Dominique de Villepin, c'est-à-dire que j'attends qu'il nous en dise un peu plus sur ce qu'il veut faire et sur quel programme il veut mettre en place, puisque Dominique de Villepin vit depuis des années et des années sur son fameux discours en 2003. Incroyable, j'ai vraiment... Sur l'Irak. Simplement, depuis, le monde a un peu changé, la situation de la France a un peu changé, donc j'attends de voir un peu ce qu'il a à dire de plus. Je ne vais pas juger avant même de savoir ce qu'il veut faire. Parce que il a des choses à dire, il va à la fête de l'UMA. Il y a tellement de gens qui vont à la fête de l'UMA maintenant. La France UMA, la France humaniste. Ouais. Non, et après, sur le titre, la France humaniste, ça me fait rire, parce que l'humanisme, c'est pas l'humanité, c'est pas la relation, c'est pas la considération de la dignité de l'homme, par exemple, l'égale dignité de tous les hommes. L'humanisme, c'est vraiment, c'est tiré des Lumières, évidemment, c'est toute cette philosophie qui prévaut dans notre manière de concevoir le monde, c'est-à-dire la prévalence, on va dire, des droits individuels sur le bien commun. C'est ça aussi, la philosophie. Donc, est-ce que il dit la France humaniste comme désormais on prend l'acception humaniste, c'est-à-dire qui fait attention aux personnes, et auquel cas c'est très beau, ou est-ce qu'il y a vraiment une philosophie derrière qui est donc assez révolutionnaire aussi? L'avenir nous le dira, mais je reviendrai vous voir pour vous dire
en fonction de ce qu'il aura à nous dire dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement donc, de Villepin, en dehors du fait que vous m'avez dit qu'on n'avait pas entendu beaucoup depuis ce fameux discours historique à l'ONU, son parcours, est-ce qu'il est en décalage total avec la France d'aujourd'hui on ne sait pas tellement d'où viennent ces fonds. Enfin, oui, il y a une immense interrogation sur qui fait vivre, on va dire, Dominique de Villepin ces dernières années. Bon, moi, je n'ai pas les preuves en main, donc c'est un peu difficile d'aller plus loin. Mais c'est vrai que les hommes politiques, bon, au-delà de ce que j'en pense et de ce que... Voilà, l'année dernière... Est-ce qu'on peut se dire humaniste quand on parle que de Gaza et assez peu des otages israéliens Est-ce qu'il défend la paix ou un camp? C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'il a un positionnement géopolitique. Alors, il en a parlé beaucoup à un moment, il en parle beaucoup moins aujourd'hui. Puis je ne suis pas toutes les prises de parole de Dominique de Villepin, donc peut-être que certaines m'ont échappé. Enfin, je veux dire, je ne le suis pas de manière compulsive, donc pourtant, peut-être que certaines m'ont échappé. Il est assez présent dans les médias. Mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est surtout que je vois jusqu'à maintenant un candidat très médiatique. Quelle sera l'existence réelle de Dominique de Villepin dans les années à venir? Je pense que vraiment... Et comme vous dites, on se demande sur quelle base, parce qu'à part être ancien Premier ministre, est-ce qu'il a gagné une oui, élection non, locale? Et puis il a par ailleurs il n'a pas que des réussites dans sa vie politique non plus. Alors on a oublié parce que c'était il y a vraiment c'était vraiment il y a très longtemps. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va proposer comme quel créneau il va prendre? Parce qu'en effet, il a eu un discours sur le terrain géopolitique, sur la guerre entre Israël et le Hamas, la situation à Gaza, etc. Mais au-delà de ce positionnement qui génère par la force des choses énormément de débats. On peut lui reprocher en effet de ne pas avoir accordé assez de place aux otages israéliens, mais aussi d'avoir considéré la souffrance qu'il y a à Gaza. Mais on peut avoir 1000 regards sur les prises de position de Dominique de Villepin, mais je fais partie de ceux qui pensent que la réduction de toute la vie politique française à la situation à Gaza est quand même assez originale. Ce qui n'enlève rien à la question C'est vrai, vous avez raison, on n'entend pas beaucoup sur autre chose que ça. Non, puis de la souffrance immense qu'il y a dans cette région de manière générale. Hein. Je vais pas distinguer les uns et les autres. Les gens vivent un cauchemar, que ce soit à Gaza, les familles des otages, les Israéliens, le peuple iranien non, mais c'est peut-être donc à Jean-Luc Mélenchon jours. qui risque de prendre des voix aussi. C'est peut-être à Jean-Luc Mélenchon qui risque de prendre des voix. Ça dépend comment il développe. Encore une fois, j'ose espérer qu'il a autre chose à dire aux Français que ce qu'il a dit depuis un an. C'était un des rares qui avait dit après la dissolution, la dernière, que finalement c'était au NFP de constituer un gouvernement. Oui, bien sûr. Oui, non, mais il a eu des positionnements très étonnants. Après, il fait partie de cette droite qui préférera toujours un communiste à quelqu'un qui est un peu trop sur sa droite à lui. Bon, voilà. Est-ce qu'il trouvera des électeurs? Je ne sais pas très bien où il va les trouver. En fait, de ce qu'on sait de Dominique de Villepin jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est au NFP de concourir et par ailleurs avec un discours très, très obsessionnel et puis assez binaire quand même sur le conflit l'année dernière. Est-ce qu'avec ça, il va se trouver un électorat? Moi, c'est plus ça la question que je me pose avec Dominique de Villepin dans les mois qui arrivent. Je pense que ça ressemble aujourd'hui à une espèce de candidat médiatique beaucoup plus qu'à une Et ça dit quoi quand même? Parce que Dominique Villepin, par son allure, sa posture, on a l'impression qu'il peut faire le lien entre, j'ai envie de dire, des bourgeois de certains quartiers de la capitale. Encore une fois, ça dépend de ce qu'il va dire. Moi, je sais Jacques pas. Chirac, très proche du peuple, ce qui est un peu... je ne sais pas ce qu'il va dire. Je ne sais pas sur quoi il va s'engager. Je ne sais pas s'il compte vraiment aller à la présidentielle et sur quoi il va faire sa campagne. Doutez, vous? Donc, oui. En général, ils observent quand même. Ils créent un parti, très bien. Mais ils observent vous pensez que quand même. C'est pas acquis qu'il soit candidat en 2025? Non, en général, ce genre de profil observe quand même un tout petit peu ses chances ou ses risques d'être ridicule avant de se lancer vraiment. Donc, je ne sais pas quelle sera. Par ailleurs, dans 2 ans, vu l'actualité qu'on a. Vous pensez qu'il y a un risque qu'il soit ridicule à l'arrivée, s'il va à la présidentielle? Bah oui, c'est un risque que prennent d'ailleurs tous les candidats, mais certains plus que d'autres quand même, quoi. Donc, mais là, pour l'instant, sur la ligne de départ, on a 420 personnes. Donc moi, j'attends vraiment de savoir qui va y aller vraiment. Vous pensez que c'est pas encore plié, vous? Pour Jordan Bardella ou Marine Le Pen, justement, mais là, ça a l'air aussi compliqué. Pas plié, c'est-à-dire? On a l'impression qu'on va assister forcément à une victoire
du Rassemblement national. Ouais, on nous disait ça avant les législatives la dernière fois. C'est vrai. Donc non, j'en sais rien. Et par ailleurs, ça dépend de qui accède, ça dépend de ce qui se passe au LR. On a vu quand même une espèce de Karim Zeribi, que je frémissement. recevais, vous voyez qui est Karim Zeribi, que je Bien recevais sûr. dans cette émission justement il y a quelques semaines, avait émis une hypothèse, je trouve pas tout à fait idiote, qui aurait peut-être une alliance Éric Ciotti, Retailleau, Zemmour pour essayer de challenger Jordan Bardella et Marine Le Pen. Vous y croyez ou pas? Franchement, je sais rien. Éric Ciotti ayant fait une alliance avec le RN, je vois pas comment ce serait possible sans intégrer le RN dans cette alliance. À moins que tout ça n'ait... Mais là, on est à moins de 2 ans de la présidentielle. C'est vrai qu'être favori à moins de 2 ans de la Non, présidentielle... mais si vous me posez la question de savoir est-ce que tous ces gens ont des choses en commun, ma réponse est oui. Et si votre question est de dire est-ce qu'ils vont faire le pas d'une quelconque alliance à droite alors que ça fait 50 ans qu'ils n'y arrivent pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ce qui se passe en ce moment, alors aussi bien dans les tribunaux avec cette potentielle, on va dire, épée de Damoclès au-dessus de Marine Le Pen, qui a donc annoncé il y a quelques jours que de toute façon elle se préparait à ce qu'il y ait un passage de flambeau à Jordan Bardella au cas où elle serait inéligible et que ce soit confirmé en appel. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à ça? Même si vous êtes journaliste, je le disais, vous êtes côté éditorialiste, donc vous avez une opinion, vous avez une opinion bien tranchée en général. Qu'est-ce que vous pensez de cette condamnation de Marine Le Pen en première instance? Vous ne voyez pas que le pape est dans son rôle quand il défend les migrants? Mais ça veut dire quoi, du coup? Parce que le pape, il est dans son rôle quand il ne défend pas les migrants. Hein. Attention, défendre les migrants, j'ai pas de problème. Les personnes, je veux dire, j'ai pas de problème. Les immigrés qui sont en situation non, régulière ou il irrégulière. défend une politique d'ouverture des frontières. C'est pas la même chose. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Il conteste le droit aux États, factuellement et concrètement, de maîtriser leur politique migratoire. Et là, vous pensez qu'il a tort?